Vous êtes là? Ouf! Parce qu'il m'est encore arrivé un truc, il faut absolument que je vous raconte. Vous vous rappelez, l'ingénieur que j'ai rencontré et qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin. Et c'est vrai qu'en vérifiant, j'en étais arrivé à la même conclusion que lui. Mais j'ai commencé à en parler autour de moi, et certains m'ont dit l'ADN poubelle, ça c'est une preuve de l'évolution. Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur, et je lui ai dit il paraît que la présence d'ADN poubelle serait une preuve de la théorie de l'évolution. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Et là, il m'a dit, c'est un sujet passionnant. Pour le comprendre, il faut parler de la composante fondamentale de la génétique, qui est la production de protéines. Le fonctionnement est le suivant. L'ADN est une succession de nucléotides. Il en existe 4 différentes auxquelles on a donné des lettres, A, T, C ou G. La molécule d'ADN est donc une grande succession de lettres, A, T, C, G, A, C, T, A, G, etc. Selon les organismes, il y a des centaines de milliers, des millions ou des milliards de lettres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'une partie de ce code, qu'on appelle un gène, est copiée dans une molécule d'ARN. Cette molécule d'ARN est acheminée vers une grosse machine moléculaire qu'on appelle le ribosome, et qui va prendre des nucléotides 3 par 3. On appelle ça un codon, et qui va traduire ce codon dans l'un des 22 acides aminés qui sont utilisés pour construire les protéines. Un gène est constitué de centaines de codons, et donc une protéine va être un assemblage de centaines d'acides aminés. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a découvert ce code génétique, on s'est rendu compte qu'une grande partie de ce code ne codait pas pour des protéines. Une grande partie de cette séquence de lettres n'était pas des gènes. Et en 1972, un scientifique a inventé cette expression junk DNA, autrement dit ADN poubelle, pour désigner ces portions d'ADN qui ne codent pas pour des protéines. Et les croyants en la théorie de l'évolution se sont dit c'est normal, puisque l'ADN serait le résultat de processus aléatoires, et finalement, ça aurait donné ces parties inutiles de l'ADN, le junk DNA, l'ADN poubelle. Mais on s'est rendu compte, au fil du temps, qu'en réalité, ces portions d'ADN sont tout à fait utiles. La plus grosse étude qui a été réalisée s'est appelée le projet ENCODE. Il a commencé en 2003 et s'est terminé en 2012. Il a rassemblé 442 chercheurs qui ont pu conclure et trouver une utilité à environ 80% finalement de ce code génétique. Ces résultats ont gêné finalement les croyants en la théorie de l'évolution, comme le montrent par exemple ces 2 articles de 2013. Le premier, pour la science, qui essaie de minimiser la portée de ce résultat, et l'autre, du journal Scientific American, qui en gros essaie de dire que finalement l'ADN poubelle est tout à fait logique et cohérent avec la théorie de l'évolution. Mais le gros problème, c'est que depuis lors, un grand nombre d'études ont montré que cette position de la théorie de l'évolution est de plus en plus difficile à tenir. On s'est en fait rendu compte, et on se rend compte encore aujourd'hui, de la complexité inouïe du code génétique. Je vais vous en donner 2 illustrations. La première concerne ce qu'on a appelé les 4 dimensions de l'ADN. Alors, comme l'explique très bien le biologiste qui est sur cette image, l'ADN est en fait une succession donc de lettres, et donc une succession de gènes. C'est la première dimension. On s'est aperçu que certains gènes activaient ou désactivaient d'autres gènes. C'est la 2e dimension. On s'est ensuite aperçu que cette grosse molécule d'ADN, qui en fait est une structure très complexe en 3D, qui peut être dépliée, repliée, déformée, rassemblée, cette structure en 3D elle-même a une action de régulation sur l'expression des gènes, et donc sur la production des protéines. Parce qu'en fait, seuls les gènes qui sont en périphérie de la molécule d'ADN, finalement vont être exprimés pour créer des protéines. On appelle donc ça la 3e dimension de l'ADN. Et la 4e dimension a été découverte également. Qu'est-ce que c'est que cette 4e dimension? C'est qu'en fait, la production finalement des protéines dépend de l'état, du stade de chaque cellule et même de chaque organisme. Cette production varie avec le temps et elle est programmée pour changer au cours du temps. C'est absolument étonnant. Et pour comprendre plus précisément ce mécanisme, regardez les 3 êtres vivants marins qui sont sur cette illustration.
il se trouve que l'immense majorité des protéines produites par ces trois organismes sont identiques. Il y a seulement quelques gènes qui varient. Eh bien, ces quelques gènes, qui sont appelés gènes du développement, ou OX gene en anglais, eh bien, sont différents selon les organismes. Et vous voyez que simplement ces quelques gènes produisent des êtres complètement différents. C'est tout à fait bluffant. La deuxième illustration de la complexité inouïe du code génétique, c'est cet article qu'on trouve dans le PNAS, qui est le portail dans lequel on peut voir les différentes publications de l'Académie des sciences américaines. Cet article compare le processus de régulation de la production des gènes d'une bactérie avec le système d'appel des fonctions du cœur du système d'exploitation Linux. On peut exploiter ce résultat, et notamment la figure principale de cette étude. On y voit deux choses en particulier qui sont étonnantes. On y voit la complexité incroyable du réseau de régulation de la production des protéines. On voit qu'il y a trois niveaux. En bas, les protéines qui sont actives et qui ont vraiment un effet dans la cellule, et puis deux niveaux de régulation. Et vous voyez, avec toutes les différentes flèches entre tous ces gènes, en fait, et tout ce système de code, eh bien l'incroyable complexité, puisque les gènes et les protéines qui sont en bas sont activés ou désactivés par tout un tas de parties de l'ADN. C'est extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en fait, ce système de régulation est bien plus intelligent, bien plus ingénieux que le système d'appel des fonctions du système d'exploitation Linux. Puisque comme vous le voyez, il y a dans le système de régulation de la bactérie beaucoup plus de protéines et d'éléments actifs qui sont en bas et qui sont régulés, coordonnés, contrôlés par beaucoup moins d'éléments qui sont dans les systèmes de régulation. Ce qui prouve une complexité et une ingéniosité incroyables. Et c'est ce qui a poussé Bill Gates, le fameux fondateur de Microsoft, à écrire que le code génétique était comme un logiciel informatique, mais bien plus complexe que tout ce que les hommes ont été capables de mettre au point. C'est extraordinaire. Oh, du coup, je suis allé m'acheter un autre magazine. Attendez voir. Sapiens, la révolution épigénétique. C'est passionnant. On y apprend par exemple l'étude canadienne, page 110, qui a montré que les souriceaux qui étaient léchés par leur maman souris, eh bien, devenaient plus tard des adultes souris calmes et qui s'occupaient bien de leurs petits. Contrairement aux souriceaux qui n'étaient pas bien léchés par leur maman et qui finissaient par être des parents stressés. Et on s'est rendu compte que le fait que la maman souriceau lèche ses petits déclenche dans leur code génétique la production d'une protéine vraiment particulière qui fait que les souriceaux devenus adultes eh bien, arrivent à gérer leur stress. C'est complètement incroyable. Ça alors. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les scientifiques qui découvrent ça ne croient pas tous que finalement c'est bien Dieu qui a créé ce code génétique? Et là il dit, mais c'est en grande partie à cause de cette théorie de l'évolution. Puisque, finalement, cette théorie prétend qu'il existerait un mécanisme naturel qui permettrait l'apparition d'une chose aussi complexe que le code génétique. Ce mécanisme naturel, c'est donc basé sur des mutations au hasard et la sélection naturelle. Mais l'immense problème, c'est qu'on n'a jamais pu voir ce phénomène à l'œuvre. C'est ce que dit par exemple le docteur Anderson sur cette vidéo que vous pouvez trouver sur internet. Il y précise que les quelques mutations qui sont bénéfiques sont en fait des pertes ou une dégradation du code génétique. C'est également ce que dit le docteur John Sanford dans son livre « L'entropie génétique et le mystère du génome » que je vous conseille. C'est également ce que je décris un peu plus précisément dans la vidéo numéro 2 que vous pouvez regarder. Et c'est également le cas dans l'apparition de la vie, puisque là encore, ceux qui croient en l'évolution pensent qu'un mécanisme basé sur des réactions chimiques aléatoires, plus quelque chose qui ressemble à une sélection naturelle de ces composants chimiques, eh bien, pourrait expliquer l'apparition de la vie et du premier code génétique. Si vous vous rappelez du schéma que je vous ai montré au début de cette vidéo, eh bien, on pourrait se poser la question, finalement, qu'a-t-on pu voir apparaître dans une soupe primitive? A-t-on pu voir apparaître ces différents éléments? Eh bien, sur cette diapositive-là, regardez ce qu'on a pu voir apparaître. Aucune macromolécule. Uniquement des acides aminés qui sont des petites molécules d'une vingtaine d'atomes qui ne contiennent aucun code.
On est donc dans une situation où personne n'a pu observer que des réactions chimiques aléatoires ou des mutations aléatoires, plus la sélection naturelle, puissent produire quoi que ce soit de complexe, ni des macromolécules, ni du nouveau code génétique. Or ce phénomène aléatoire plus sélection naturelle constitue le cœur de la théorie de l'évolution. On est donc dans une situation où le cœur de la théorie de l'évolution n'est pas prouvé. Et pourtant, une grande majorité de gens préfèrent croire en cette théorie plutôt que de croire que c'est Dieu qui a créé tout ça. Et ça me rappelle ce verset qui dit la chose suivante: le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mais pour nous qui croyons, nous voyons évidemment dans le génome, dans le code génétique, une des merveilles que Dieu a créées.